Touati. Salut Arnaud, comment vas-tu? Salut à tous. Écoute, ça va? Et comment toi, tu vas? Je vais terriblement bien. En plus, je suis trop content parce que ton son est parfait, ton image est parfaite, donc c'est trop cool. Ici, pour une fois, j'ai envie de te dire. Ah, ça fait deux. C'est Ça pas y est, vrai. c'est bon, on a réglé le Ouais, c'est setup. vrai, je crois qu'on a trouvé le setup. Ouais, t'as raison. Exact. Bon, en tout cas, je suis très Exactement. heureux. Merci d'avoir accepté mon invitation. On s'est rendu compte il Merci y à a quelques toi. semaines de ça que tu passais souvent dans l'émission pour faire des chroniques, mais également on a fait ensemble à point pendant des mois où on se partageait le micro, disons, pour des interviews sans filtre. Et je me suis rendu compte que je t'avais jamais interviewé. Et il était temps que ça change. Donc c'est prévu Ouais, pour ce matin. je suis content. Je suis content. Une fois n'est pas coutume, c'est bien. Tant mieux. Allons-y. Go. Alors, Arnaud, d'abord, si tu veux bien, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ou alors au moins nous dire comment tu te présentes lorsque tu rencontres quelqu'un et que tu as 20 secondes, 30 secondes pour poser les bases. Après, évidemment, on rentrera dans le détail, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, bon, déjà, je trouve que c'est toujours un exercice difficile en quelques secondes, même, tu vois, quand tu rencontres un prospect ou même un client et que tu dois te présenter comme ça en un temps rapide. Je dirais geek, d'abord, premièrement, un énorme geek, quelqu'un qui adore les nouvelles technologies depuis que je suis tout petit en réalité. Donc ça, c'est la première des choses, c'est-à-dire que je fais pas ça évidemment, s'il n'y avait pas de marché et que je travaillais tout seul dans une cave, probablement que je changerais de domaine d'activité, mais je le fais parce que ça me passionne et que ça m'intéresse vraiment profondément. C'est la première chose. Et à côté de ça, un mix entre un avocat et un entrepreneur. Avocat parce que j'aime le droit, parce que je trouve que c'est une matière intéressante, même si avec l'IA, elle est en train de changer assez considérablement. Et entrepreneur parce que j'entreprends à côté et dans les limites de ce qu'on est en capacité de faire déontologiquement et parce que justement en tant qu'entrepreneur je pense qu'on est bien placé pour pouvoir se mettre à la place de ceux qui sont nos clients et qui entreprennent matin, midi et soir et pour lesquels la réglementation en général est pas vue comme le truc le plus accessible et sexy de l'histoire. Voilà, en 20 secondes. Non, c'est bien, ça résume bien. Et d'ailleurs, ça nous ramène un peu à ton parcours et à tes études. Tu veux bien nous en parler un peu? Je crois que tu as fait un double cursus avec du droit, mais aussi du commerce. Tu peux nous parler un petit peu du Arnaud un peu plus jeune? Ouais, ouais, plus jeune, merci, c'est sympa. Alors, on a tous été vieux, Ouais, t'es déjà bien vieux, mon vieux. Donc, vas-y, parle-nous de ta jeunesse de l'époque, des années non, mais 90. c'est Moi, c'était un petit peu intéressant après, parce que quand même. c'est vrai qu'au bac, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Et toi, tu décides de faire les deux choses qui t'intéressent vraiment à ce moment-là, visiblement. Alors, pas en même temps, bien sûr, hein, mais donc tu fais du droit, du commerce, donc ce double cursus. Tu peux nous raconter un petit peu comment il est l'étudiant Arnaud? Est-ce que c'est un passionné? Est-ce que c'est un fêtard? Non, Raconte-nous non. un peu. Non, fait tard, non, pas trop, je pense pas. Je pense que ce serait vraiment mentir. Pour un mec qui boit pas et qui fume pas, si tu veux, déjà à la base, je suis pas l'archétype du mec le plus funky de l'histoire sur le papier. Alors, écoute, mes études, donc je les ai faites d'abord en France. J'ai fait des universités assez classiques à Paris, la Sorbonne, Assas, en droit. Et après, effectivement, moi, j'avais l'image, tu sais. Des avocats américains. Donc, il fallait forcément, parce qu'on a quand même été beaucoup nourri par la culture américaine, à tort ou à raison d'ailleurs. Donc, je m'étais dit, OK, mon niveau d'anglais n'est pas, on va dire, sensationnel. Donc, pars aux États-Unis. Je suis d'abord parti en Angleterre, à Oxford pendant quelques mois. Et après, je suis parti à Chicago, qui est une ville exceptionnelle, à tant de niveaux qu'on pourrait faire une émission sur le sujet. Donc je pars là-bas et en fait là où je suis intéressé, c'est qu'il y avait cette possibilité d'avoir accès à la fois à la law school et à la business school. Moi, j'ai pas fait d'école de commerce, donc j'avais ce déficit par rapport à d'autres autour de moi, enfin ce que j'estimais être un déficit, après à tort ou à raison, mais de pas avoir fait HEC, ESSEC ou SCP, ou d'autres d'ailleurs. Et donc je me suis dit ok go, trouvons moyen de faire à la fois les aspects business et les aspects juridiques. Très intéressant parce que bon déjà les Américains ont une façon d'enseigner qui ont évidemment rien à voir avec notre manière d'enseigner à nous. Et puis d'autre part, parce que je trouve que le fait de mêler une vision entrepreneuriale avec une vision juridique, c'était extrêmement C'est quoi enrichissant pour moi. la différence peut-être que tu retiens le plus entre justement la manière d'apprendre et d'éduquer aux États-Unis et la France? Tu devais donner un ou deux exemples pour qu'on puisse avoir du concret là-dessus. Écoute, en France, enfin en tout cas, voilà, sans caricaturer, parce que c'est littéralement ce qui se passait. Quand tu vas dans des amphis de fac, tu as des cours magistraux.
D'accord? Tu as les TD et puis tu as les cours magistraux. Et les cours magistraux, classiquement, tu vas avoir un prof qui va te raconter son cours, qui est d'ailleurs en général dans un livre qu'il va vendre à côté. Et en réalité, la plupart des étudiants auront déjà acheté le livre et n'auront pas nécessairement besoin d'aller au cours. Enfin, tu vois un peu comment le système Ça, fonctionne. ouais, j'ai fait du droit, pas assez, mais juste assez pour savoir qu'il y a les cours magistraux. Ouais. Donc, tu es dans un amphi avec des centaines d'élèves et en face, tu as un mec qui parle. Et tu as les Ouais. TD, c'est les travaux dirigés, dans Exactement. lesquels tu es dans des classes dans lesquelles il y a peut-être 30 ou 40 personnes. Et Ouais, là, exactement. tu es beaucoup plus guidé, tu as des études de Et puis, cas. tu as de l'interaction. Voilà. C'est vrai. Bah, imagine Et moi, que j'allais les TD. que là, parce que c'est les seuls qui étaient obligatoires pour la bourse. Voilà, je vous le dis. Tu as raison. Enfin, alors, je sais pas si les choses ont changé peut-être depuis, mais à l'époque, effectivement, en cours, c'est très intéressant parce que la première semaine de cours, l'amphi était blindé. Et puis, ça se clairsemait au fur et à mesure. Déjà, il y avait ceux qui abandonnaient et puis il y avait ceux qui se rendaient compte qu'en fait, il suffisait d'acheter le livre du prof. Bref, voilà. Et où je veux en venir, c'est que imagine qu'aux États-Unis, la manière d'enseigner, c'est une sorte de TD en amphi. C'est-à-dire que déjà, faut que tu y ailles. Pourquoi faut que tu y ailles? Parce qu'il y a évidemment un programme à suivre, mais on est beaucoup dans l'interaction, beaucoup dans l'échange avec le prof, il attend beaucoup que les élèves prennent position sur les sujets, si tu veux. Donc, je trouve que c'est une manière d'enseigner qui est radicalement différente de ce qu'on peut connaître en France, tu vois, qui est beaucoup plus d'une certaine manière verticalisée avec le prof, les étudiants, vous écoutez et je vous donne je vous transmets mon savoir. Alors qu'aux États-Unis, je trouve encore une fois, peut-être y a-t-il des Non, non, mais c'est professeurs ton qui nous expérience écoutent qui auront une après. vision un peu différente, mais on Pas grave. sera vachement dans l'échange. Et puis on travaille beaucoup sur des exposés, on était beaucoup à collaborer sur pas mal de sujets. C'était vraiment extrêmement collaboratif, très rentré dans le monde professionnel aussi, hyper intéressant ça. Donc non, super expérience. Et ça, c'était en 2009-2010. Et juste pour la petite anecdote, c'est l'année de l'élection de Obama comme président des États-Unis. Donc forcément Obama qui vient de Chicago. Donc autant te dire que la ville de Chicago était en effervescence pendant des mois durant et que le fait de vivre ça à Chicago, c'était assez mémorable. Peu importe ce qu'on peut penser d'Obama et de ce qu'il a été en tant que président. Ouais, non, mais c'est intéressant. Alors, moi, ce que je retiens de Chicago, je suis loin d'être un spécialiste en la matière, mais ce qu'on retient de Chicago, c'est surtout l'insécurité. C'est vrai, c'est, je crois, une des villes les plus criminogènes, je crois. En gros, moi, quand tu me dis Chicago, je pense à la bourse des matières premières. Je crois que c'est là-bas, mais il faudrait vérifier. Et l'insécurité. Mais effectivement, c'est aussi voilà, là d'où vient Obama. Et voilà. Mais c'est intéressant d'avoir ce. Donc, toi, tu as passé combien de temps aux États-Unis? J'ai passé grosso modo un an et demi, enfin approximativement dans ces eaux-là de Tu as déjà mémoire. envisagé de rester là-bas et de Ah faire oui, carrière là-bas ou est-ce que oui. le but c'était de rentrer? Non? Ah non, non, le but c'était de rester. Sauf que c'est l'année où j'y suis allé, ça coïncidait avec deux éléments. Ça coïncidait avec l'élection d'Obama au mois de novembre 2000, je sais pas de bêtises, 2009, mais également 8 ou 9, ouais, 9, mais également la crise des subprimes. Et donc, en fait, intéressant, si on se souvient bien de cette année, c'est-à-dire qu'en septembre, tu as les Américains qui sortent avec leurs cartons de toutes les banques et toutes les grandes sociétés, etc. Et tu as Obama qui est élu quelques semaines plus tard. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les États-Unis rentrent à ce moment-là dans une crise profonde, une récession très importante. Et donc, lorsque j'ai fait ces études, cette année et demie aux États-Unis, on avait notamment les Sud-Américains qui travaillaient dans des cabinets partenaires entre les États-Unis et leur pays d'origine. Ça pouvait être le Mexique, l'Argentine, le Brésil, etc. Eux ont eu la capacité de rester. Par contre, tous ceux qui ne rentraient pas précisément dans ces cases-là, on les invitait à repartir. Moi, j'ai fait un stage lorsque j'étais là-bas et on m'a clairement indiqué que de toute façon, il n'y avait pas de place pour moi parce qu'ils ne savaient déjà pas combien de personnes ils allaient garder dans les effectifs américains. Voilà. Donc, le point a été réglé assez rapidement, quoi. Je vois. Donc, comme quoi, la politique migratoire. Pas de commentaire. Mais enfin, en tout cas, la réalité, c'est que. Après, juste pour la précision, ce que j'ai fait aux États-Unis, ça s'appelle un LLM pour les juristes. C'est en général, ce sont des diplômes qu'on va chercher quand on est déjà avocat
et que on a besoin d'expériences complémentaires à l'international pour justement être en mesure de travailler avec le cabinet dans lequel on est déjà. C'est payé par son cabinet d'origine qui a ce qu'on appelle des best friends, c'est-à-dire des cabinets partenaires aux États-Unis. Et l'objectif, c'est de faire payer le LLM par le cabinet et après d'aller travailler dans l'équivalent best friend américain. Ça, c'est la logique. Sauf que moi, comme beaucoup d'Européens de l'Ouest et notamment de Français, j'y suis allé avant d'avoir réellement commencé ma carrière d'avocat. J'avais fait des stages, mais j'avais jamais été avocat à ce moment-là. Voilà. C'est pour comprendre aussi que je rentrais pas exactement dans l'archétype de celui qui pouvait prétendre à rester là-bas. Aussi. Ok, non, je vois, c'est intéressant. Alors, je lis les commentaires des questions, il y en a. On va y répondre, mais je suis un peu le scénario un petit peu de l'interview que j'avais prévu, mais on reviendra à vos questions, vous inquiétez pas, je les vois. Alors, donc là, tu reviens donc en France. Ouais. On est en quelle année à peu près là pour se situer? Alors, je reviens en France en 2010. Donc, je fais mes études de droit en France jusqu'à 2008. Après, je pars 2008-2009, j'y reste toute l'année 2009 et puis après je reviens en France en 2010 où je vais faire un certain nombre de stages dans des cabinets, des gros cabinets anglo-américains parce que effectivement l'idée c'est de se dire j'ai fait mes études aux États-Unis, à cette époque-là je parlais plutôt bien anglais, je sais pas bilingue mais pas loin, et donc c'était assez logique pour moi d'aller travailler dans un cabinet anglo-saxon, si tu veux. Donc j'ai fait ça entre 2010 et 2012. 2002, ok, juste 2 ans, d'accord. Et pendant ce temps-là, t'es quoi? Qu'on comprenne. Je suis élève avocat. C'est-à-dire que je rentre, en fait. Ouais, tu plaides pas. Non. Mais non. tu suis les dossiers, tu apportes des. Voilà, Ouais, en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand tu fais un LLM, en général, tu vas passer le barreau de. Enfin, quand tu fais un LLM, c'est très fréquent que tu ailles passer le barreau aux États-Unis. Donc, j'ai passé le barreau aux États-Unis. Et derrière, je suis rentré en France et j'ai passé le barreau en France en me disant tant qu'à faire, plutôt que d'attendre une équivalence, autant passer les deux barreaux et suivre le cursus classique de l'école, ce qu'on appelle l'école de formation du barreau, donc qui dure 18 mois. Voilà. Et dans ce cadre-là, tu as 3 stages. Donc j'ai fait un stage en banque, j'ai fait des stages dans des cabinets, un cabinet anglais et un cabinet américain. Ok, et donc après, tu n'es plus élève avocat. Après ça, là, tu deviens véritablement Exactement. avocat. Tu restes dans des gros cabinets internationaux, parce que tu dis américains, mais en général, les cabinets américains, ils ont des filiales un peu partout dans le monde. Tu restes dans ces gros cabinets ou est-ce que tu t'orientes plutôt vers des cabinets plus locaux Non, je reste dans ces gros cabinets-là parce que je me dis, j'ai fait ce LLM, il faut quand même que je le rentabilise d'une certaine manière. Et ces cabinets ont en général une rémunération qui est aussi confortable et qui permet justement de rentabiliser l'investissement d'un LLM qui coûte quand même particulièrement cher. Et puisque moi, en gros, il n'a pas été financé par un de mes cabinets, je l'ai financé en propre. Donc, d'une certaine manière, il fallait que je sois en mesure de pouvoir assurer derrière. Et donc, j'y suis resté pendant 2 ans, mais je me sentais un peu comme un oiseau en cage. J'étais pas dans mon élément. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà envie d'entreprendre. J'étais déjà très sollicité par des entrepreneurs autour de moi, amis ou pas, qui voulaient que je les aide à créer leur start-up, à rédiger leur pack d'actionnaires, à rédiger leurs conditions générales, leurs contrats. Donc, j'ai été sursollicité là-dessus. Et j'en revenais presque à travailler plus à côté que dans mon travail actuel. C'est-à-dire que j'explosais, je devais bosser, 17 heures par jour. Enfin, c'était n'importe quoi, week-end compris. Et très vite, je me suis dit, ok, ça va être difficile pour moi de concilier les deux. Et au bout de 2 ans, j'ai décidé d'aller dans un plus petit cabinet, toujours en international, parce que je voulais toujours valoriser l'international, mais dans quelque chose de plus petit. Au final, c'était la même chose, sauf que j'étais payé moins. C'est-à-dire que je bossais le même temps, mais j'étais payé moins. Donc, et tu traites des affaires internationales ou même si c'est des cabinets américains, en vérité, tu traites que des dossiers français? Si, quand même. J'étais très sollicité en anglais, parce que du coup, c'était l'objectif, c'était aussi de mettre en valeur l'anglais. Et comme tu le sais, le niveau moyen des Français en anglais, en tout cas il y a une quinzaine d'années, n'était pas ce qui se faisait nécessairement de mieux. Donc, il fallait trouver pour eux les collaborateurs qui parlaient l'anglais juridique, parce que encore une fois, l'anglais de tous les jours, aller à Londres et baragouiner, c'est une chose, mais travailler en anglais juridique, c'est autre chose. Et donc, effectivement, très sollicité sur ces sujets. Et puis, pour faire le lien avec l'interview du jour, en fait, j'ai de plus en plus d'entrepreneurs de la tech qui viennent me voir, mais de plus en plus.
par personne interposée, parce que les gens comprennent et finissent par comprendre que je suis très très geek dans l'âme, et que donc d'une certaine manière c'est la tech qui me plaît. Et ils commencent à me solliciter, et de fil en aiguille, c'est des dizaines de dossiers que je traite en perso. Puis au bout d'un moment, je me dis, en fait, en perso, je gagnerais mieux ma vie, et accessoirement, je ferais vraiment des choses qui me bottent. Voilà. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est ça. Alors, j'ai pas mal de potes avocats, élèves avocats, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a deux sons de cloche. Soit c'est je suis un homme à tout faire, un stress monumental, et tu vois les vrais avocats, les associés, qui eux, un peu, voilà, ils viennent au bureau, ils te parlent mal, mais en même temps, ça fait partie du parcours initiatique. Non, mais sérieux, c'est des vrais retours qu'on me dit, tu vois. Mais Donc, je pense que c'est vrai, c'est tout à fait exact, mais c'est pas caricatural, c'est dramatique. alors ouais, vraiment, pour le coup, corrige-moi, mais vraiment, c'est des vrais retours que j'ai. Et d'autres Non, qui me ça va. disent, alors en fonction des cabinets dans lesquels tu tombes, évidemment, où là, au contraire, il peut y avoir plus de mentorat, plus d'accompagnement. Donc Ouais. voilà. Et Alors, souvent, juste pardon, ouais. les retours un peu négatifs que je viens d'évoquer, c'est souvent justement dans le droit des affaires, droit des contrats, dans lequel l'argent est roi. Et voilà. Et toi, quelle a été toi ton expérience? Et d'ailleurs, rappelle-nous, tu faisais quel type de droit? Du droit des Ouais. affaires, droit payé, voilà. Alors déjà, l'argent est roi partout, hein. Au droit des AF, ou pour le reste, il n'y a pas de... Parce qu'on a souvent l'impression, on caricature souvent en disant au droit des AF, ils pensent qu'à l'argent. En droit social, ils font ça pour la beauté de l'âme, si tu veux. Non. Enfin, la beauté de l'âme, on est dans un monde Non, mais tu capitaliste, es on aime, on n'aime avocat des pas. affaires familiales, j'imagine que tu as une appétence un peu moins importante pour l'argent, je me trompe? Ouais. Ok, Ouais. d'accord. Ouais, Comme je ça, pense. c'est clair. A priori, je pourrais pas affirmer ça. Non, disons que tu as peut-être un côté un petit peu plus social, et encore, la plupart sont sous les. Bref, enfin, peu importe. Donc, maintenant, pour répondre à ta question, ce que tu dis est vrai. Tout à fait exact. On a dans certains cabinets, notamment des gros cabinets, l'associé, il fait peu de production juridique. Il se contente de faire, enfin il se contente, ce qui est déjà beaucoup, hein, mais il fait le commercial, déjà la représentation et le commercial, ce qui prend un temps énorme, et ce qui du coup me permet de faire la transition avec un cabinet à taille humaine, on va dire comme le nôtre, tu vois, on est une quinzaine, il faut être au four et au moulin. C'est-à-dire que moi, ce serait impossible pour moi de pas gérer le juridique, ou en tout cas de retravailler, de gérer la stratégie et de revoir tout ce que font mes équipes. À la fois de gérer, d'être directeur financier, d'être directeur des ressources humaines, d'être directeur du marketing, de la com, du business développement. Enfin, tu vois ce dont je parle, un Oui, chef oui, oui. d'entreprise, un entrepreneur finalement. Ouais. Et donc d'être sur LinkedIn, mais en étant aidé, et pas en se disant qu'on fait 3 posts et qu'après on va siroter un truc au café parce qu'on a encore 25 contrats à revoir. Ouais. Donc c'est ça le point, tu vois. Et donc effectivement, dans ces cabinets-là, il peut y avoir ce type de fonctionnement, c'est-à-dire des associés qui ne regardent pas trop le juridique parce qu'ils n'ont pas le temps, etc. Machin. Et le mentorat, pour être honnête, Jérémy, c'est un concept qui est de moins en moins d'actualité, qui déjà l'a pas été grandement à mon époque, et qui à mon avis est de moins en moins le cas. Et puis je vais te dire les choses telles que je les pense. Avec GPT, ce sera encore moins le cas. Et c'est déjà moins le cas. Parce que la vérité, c'est que même moi, je te le dis, enfin je dis même moi j'aime bien échanger avec mes collaborateurs, échanger avec des stagiaires, etc. J'aime bien ça. Sauf que la vérité, c'est qu'on est dans un monde où on a de moins en moins le temps, on est sursollicité. Surtout pour un type comme moi qui est TDAH, HPI, enfin tous les trucs qui font que je peux être détourné de mon attention en permanence. Et donc au final, quand je vais demander un truc à un stagiaire, que je sais que ça va prendre 5 heures et qu'il va falloir mettre 1 heure à lui expliquer, et que GPT, que j'ai surentraîné, qui me connaît mieux que ma femme, est en capacité de pouvoir répondre à toutes les questions extrêmement rapidement et sans prise de On va y tête. revenir bien sûr sur l'IA et comment ça change le métier d'avocat, mais pardon de t'avoir interrompu, mais en tout cas sur la Voilà, relation on peut dire avec que les collaborateurs, effectivement, ouais, ça change un peu la donne. Non, mais je te disais, moi j'ai des potes, ils ont été dégoûtés du métier d'avocat ouais, à je sais, cause je pense que tu as raison. de cette toxicité, de ce stress, et finalement ils se sont tournés, alors soit complètement autre chose, soit ils sont devenus juristes dans une entreprise. Et au final, là-bas, c'est un peu plus cadré, tu as des horaires, enfin bon, tu connais la différence, c'est un peu triste, et ça dit quoi sur l'évolution du métier d'avocat? Et d'ailleurs, là, on peut parler du rôle évidemment de l'intelligence artificielle. Après, vous inquiétez pas, je sais qu'il y en a qui attendent, on va parler crypto et Bitcoin, hein, mais suivons le fil un petit peu. Donc, ça dit quoi sur l'avenir du métier d'avocat pour les jeunes, pour les moins jeunes, et aussi par le prisme de l'IA qui, on a l'impression,
peux remplacer au moins une équipe d'une dizaine de collaborateurs. Enfin, Ouais, c'est enfin, effrayant peut-être pas une dizaine, ou, mais c'est violent. excitant. Ouais. Alors, c'est un métier très dur. Il y a plein de métiers hyper difficiles, hein, et je suis pas en train de dire, enfin, tu vois, euh, bosser à l'usine, enfin, c'est une complexité inouïe, je veux même pas l'imaginer, donc je relativise mon propos, mais c'est un métier difficile, je pense. Et d'ailleurs, force est de constater que c'est démontré par les chiffres, parce qu'il y a une très grande majorité déjà, quand tu vas dans un amphi maintenant et que tu demandes qui veut être avocat, il y a 15 ans, tu avais la moitié de l'amphi qui levait la main. Maintenant, si tu as 10% de l'amphi, c'est déjà un miracle. Là, c'est un signe, tu vois. Ils Et veulent faire quoi alors maintenant, bah, ils ceux veulent qui être juristes, effectivement, comme tu l'as dit, ils veulent être donc le juristes, ils veulent métier travailler dans d'avocat une. fait moins rêver. Ah ben ça fait pas. Déjà, tu sais qu'il y a une partie substantielle des avocats qui sont au SMIC, ce qui est pas déshonorant, mais ce que je veux dire, c'est que dans la tête des gens, je pense que tu es d'accord avec moi, dans l'inconscient collectif, un avocat, c'est un nanti, si tu veux. Il roule en Mercedes classe E et il a une villa. Tu vois un peu le point ou pas? Oui, Et, en fait, l'idée, c'est que la réalité ce que j'ai vu, c'est que ça, c'est un peu l'objectif à terme, c'est d'arriver à être celui-là. Mais au départ, tu commences, soit tu disais au SMIC, soit tu es auto-entrepreneur et tu touches 2000 balles par mois, donc à la fin, il t'en reste 1007, 1008, même pas, au début, parce que là, les taxes, elles augmentent après. c'est Euh, 25% les taxes, si tu Ouais, pars mais en non, mais tu vois, on était à auto-entrepreneur. 1007, 1008, hein, mais en vrai, parce qu'au début, avec l'ACRE, tu sais, tu avais un peu moins, enfin, voilà, je te parle de Ouais. souvenirs, hein. Mais Non, en tout non, cas, non, voilà, non, t'as raison. tu gagnes 1004, 1005. Voilà, c'est exactement ça. Et donc là, c'est vrai que ça fait un peu moins rêver. Et si tu n'es pas accroché à ce. Non, mais surtout que tu as fait combien d'années d'études? Entre 7 et 9 Alors, le sujet est là. En moyenne, un avocat, il va faire, bah, tu vas compter, aller au minimum 4 ans jusqu'au master, parce que tu peux passer ton barreau, donc au minimum 6 ans. plus des Minimum. stages où tu es payé que dalle, ou alors tu es élève avocat pendant au moins 2 ans, je crois. Confirmé, Donc, confirmé. 18 mois. ouais, donc résultat des courses, tu as fait un métier, enfin, tu as fait des études mais c'est comme les médecins, en vérité. La plupart, ils font 8 ans, 9 ans d'études et puis ils finissent, je sais pas, interne à gagner 1005, 2000 pendant des années. Ça existe aussi. On pourrait en débattre. Moi, je trouve que c'est un scandale, mais bon, après, je suis d'accord avec toi à 1000%. C'est-à-dire que pour moi, il faudrait enfin, bref, ce serait un autre débat qu'on pourrait avoir, presque, encore plus que les avocats d'ailleurs, qui Alors, devraient être valorisés de manière massive. parlons, si tu veux, de l'IA et du Ouais. futur du métier d'avocat. Alors, en plus, l'IA, c'est quelque chose que tu connais sur les deux pans, à titre perso, à titre pro, et tu le connais Ouais. même au niveau, j'allais dire, écosystémique, parce que tu formes, tu produis de la documentation sur la réglementation. Donc, je sais qu'avec toi, on va avoir une discussion qui va être voilà, protéiforme. Peut-être d'abord sur le métier d'avocat, et ensuite, on ira sur des sujets peut-être moins liés à ton Écoute, métier, mais ouais, vas-y. écoute, je pense, c'est assez direct ce que je vais dire et c'est pas forcément conforme avec la doxa populaire, mais je pense que notre métier va être remplacé pour une grande partie de son activité. Voilà, je te le dis très franchement. Je sais que c'est pas populaire et qu'on préfère dire qu'en réalité l'IA est là pour t'aider, pour faire de toi un homme meilleur, un homme augmenté, etc. Ça, c'est pas inexact sur le papier. À ce stade, maintenant, là où on parle, à l'instant T, sauf que la réalité, elle est très simple. C'est que, je vais prendre un exemple concret pour que les gens comprennent. Il y a 2-3 mois, j'avais une présentation à rédiger pour un client. D'accord? J'ai demandé à mes 2 stagiaires qui sont très bons en demeurant, n'est pas le sujet. Enfin, c'est des stagiaires qui ont une tête bien faite. Je leur ai demandé de me faire la présentation. D'accord? Je leur ai donné tous les éléments sur la base desquels ils peuvent faire cette présentation, et j'ai fait la même chose avec GPT. Ils ont mis grosso modo un peu moins de 15 jours à me restituer la présentation, qui était, on va dire, assez banale et qui n'était pas extraordinaire. Avec GPT et Gamma et Napkin.ai, ça m'a pris à peu près 30 minutes. Et c'était infiniment meilleur. Donc la vérité vraie, c'est que je ne vois pas réellement l'intérêt dans ces cas-là de recruter des stagiaires et demain potentiellement des collaborateurs juniors. Certains disent oui, mais c'est pas grave parce que la très haute valeur ajoutée ne sera jamais remplacée. Faux, elle l'est déjà. Et en plus de ça, si les juniors et les stagiaires ne sont pas formés, comment vont-ils devenir des middle ou des seniors aguerris? On ne peut pas. C'est comme toi, Jérémy.
Si tu es arrivé là où tu es, tu as la compétence vis-à-vis des clients que tu représentes, c'est parce que tu as tant d'années d'expérience et que probablement tu as été formé par des gens au-dessus de toi qui l'ont fait. Imagine-toi n'ayant pas eu cette formation. Alors tu vas me dire, oui, mais moi, Jérémy, j'aurais pu m'auto-former. Ok, mais combien de personnes veulent s'auto-former? Combien de personnes ont la capacité de le faire? De résilience et d'aller chercher les informations eux-mêmes, etc. La plupart, ils veulent que les informations leur tombent Ouais. sous le nez. Donc tu vois, donc on est sur un problème de société majeure, en fait, dont on ne prend absolument pas conscience de l'enjeu. Mais tu vois, alors je pense que nous, dans nos cercles éclairés, entre guillemets, puisqu'on passe notre temps à se documenter, à chercher et à poster, à publier sur ces choses-là, nous, on commence à en avoir conscience. Mais par exemple, si on parle du métier de consultant, effectivement, aujourd'hui, je vais être très honnête avec toi, quelqu'un qui maîtrise parfaitement ChatGPT, il pourrait potentiellement avoir un certain nombre d'insights que moi, je vais pouvoir lui apporter. En revanche, effectivement, il n'aura pas le retour d'expérience, c'est la veille, on va dire, quotidienne, mais ça demande une exigence de qualité et de suivi. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous pousse, nous, et toi aussi en tant qu'avocat, j'imagine, à être encore bien meilleur, puisque si tu rencontres des clients, d'ailleurs, j'ai vu que tu as posté dessus récemment, des clients qui te disent « Ouais, mais ça ne sert à rien d'avoir un avocat, ChatGPT va m'aider à rédiger ma défense. » Et je pense que c'est la même chose. Donc, pour les activités, on va dire, à faible valeur ajoutée, de la rédaction, de la recherche d'informations, de l'agrégation, tout ça, ChatGPT le fera bien mieux que nous. En revanche, peut-être sur le retour d'expérience et l'analyse, peut-être que ça prendra un peu plus de temps. Est-ce que tu partages ça ou même pas? Même pas. Enfin, c'est-à-dire que dans l'absolu, oui. J'ai envie de te dire oui, j'ai envie de te rassurer, j'ai envie de te dire c'est bon, Non, mais Jérémy, tu resteras utile, tu auras une valeur. Mais pourquoi je ne pense pas très longtemps? Alors, ça dépend. En fait, ça dépend de la capacité que tu as à l'entraîner. Je suis intimement convaincu que si on entraîne un agent à le faire devenir un Jérémy en puissance, c'est-à-dire qu'on lui donne tout ce qui a été produit par Jérémy, tous les échanges de mails de Jérémy, tout, etc., etc., je pense qu'il sera extrêmement compliqué de faire la différence. Et je vais même te dire un truc, je pense, et je le dis sans aucune difficulté, je pense que justement, là où il pourrait y avoir un point de bascule, je le souhaite, je ne suis pas certain qu'il arrive, c'est que dans un an et demi, personne n'enverra de mails. Tous les mails, ils seront envoyés par nos agents. 95% des mails, c'est déjà plus ou moins le cas. Hein. C'est-à-dire que les gens, moi je reçois des mails, 80%, je vois, ils ont été rédigés par une IA, ça se voit dans la manière avec laquelle c'est rédigé. Donc bientôt, en fait, ce seront nos IA qui s'enverront les mails, les trucs, les machins. Et là où ça deviendra peut-être intéressant. Juste un point rapide, pardon de t'interrompre, il y a un point crucial, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que pour l'instant, ils sont rédigés avec l'IA, mais bien à l'initiative quand même de la personne qui lui donne quand même les éléments de réponse. Il n'y a pas encore d'autonomie. Il va te les suggérer, mais il va te les suggérer bientôt. Je ne te dis pas qu'il prendra la décision d'envoyer un mail tout seul. Mais ce que tu dis, Arnaud, est au contraire fondamental parce qu'on le voit, nous, dans l'écosystème blockchain notamment, on voit déjà des agents IA autonomes qui, sur la base d'informations avec qui ils ont été alimentés pendant des semaines, etc., ils peuvent prendre des décisions autonomes financières. Donc, demain, ils pourront le faire avec des mails. Je dis juste qu'on n'y est peut-être pas encore. Mais ça viendra notamment. Alors, on n'y est pas encore. Et là où je me dis qu'il y a peut-être un espoir, mais il sera infinitésimal par rapport au mur, à mon avis, dans lequel on se dirige, mais on verra, j'espère me tromper, c'est que justement, ceux qui auront l'expérience, la curiosité, la capacité nécessaire à faire la différence, en fait, il y aura 90% des mails qui seront rédigés ou des travaux qui seront réalisés par une IA. Et peut-être que ceux qui apporteront une touche très humaine, qui sera difficile à répliquer réellement, eux feront d'une certaine façon la différence par rapport au nuage de choses très automatisées, très IA, dans lesquelles vont être. Donc, mais ça représentera une partie, à mon avis, infinitésimale. C'est pour ça que je pense infiniment qu'on va être en difficulté. Mais quand bien même, important. Dans un monde où tout n'est qu'intérêt, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir si ça a été fait à l'IA ou par un humain, si ça sert l'intérêt, l'intérêt particulier ou général. On parle de machine of truth, on parle de l'IA qui va pouvoir déterminer si un contenu est véritable, est-ce qu'il est intègre, d'où il vient vraiment. Tout ça, c'est de la science.
c'est du purisme. La vérité, c'est est-ce que le contenu répond à l'intérêt pour lequel il a été créé, qu'il ait été fait par un humain ou par un IA. Et là, je suis cynique en parlant de tout ça. Oui, Mais d'accord. je m'interroge de savoir est-ce que finalement le fait que ça a été fait par tes mains à toi ou celle de ton agent ChatGPT, au final, si la défense est bonne et qu'elle permet de gagner, on s'en fout, non? Eh ben non. Eh ben non, parce que dans ce que tu dis est tout à fait exact. Sauf que, Jérémy, euh, si toi, demain, tout est fait par ton IA, quelle est ta valeur ajoutée dans la société? Quel est l'apport qui est le tien? Qu'est-ce que tu vas apporter d'une certaine façon? Tu vas te réveiller le matin, pourquoi? Quel est l'objectif? Tu vois, c'est mon point ou pas? C'est-à-dire que Alors, le je vois, travail je vais te a répondre, je te laisse finir. ben, j'ai hâte. Le travail, alors on peut aimer, pas aimer, c'est le fameux, le travail, c'est la santé, ça dépend à quel niveau d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si demain, et c'est pour ça que moi j'essaie de me projeter, j'essaie de prendre un peu de recul là-dessus, si demain on rentre dans un système dans une société dans laquelle les gens n'ont pas forcément envie d'apprendre, ça les saoule, ils ont envie de passer plus de temps à se reposer, à se détendre, et c'est pas une critique, je peux le comprendre, c'est comme ça que les choses évoluent aussi. Et que de l'autre côté, on a une IA qui, d'une certaine façon, va faire un peu tout, bah, concrètement, on en revient au vieux débat, tu sais, sur le revenu universel, sur la question de la place du travail dans la société, etc. Et moi, je pense que ça peut nous amener à la fois des grands avantages, mais aussi des grandes désillusions. Parce que l'homme, quand il ne travaille pas, bah, soit il devient oisif et il profite de la vie, soit il se fait la guerre. D'accord. Historiquement. Ok, tu vois ce que je veux dire? Enfin, parce qu'il faut bien qu'il ait un but, il faut bien qu'il ait un objectif. En tout cas, certains se servent du chômage comme motif de guerre. Oui, ça s'est vu, effectivement. Non, alors ce que tu dis est intéressant parce que, effectivement, on va être d'accord sur un point, c'est qu'avec l'IA, je pense que le rôle de l'homme va plus être forcément de travailler, ou en tout cas de faire les tâches qui peuvent être faites par un autre. Si on considère l'IA comme un outil, au final, moi, si je reprends ta question, si c'est mon agent IA qui fait tout mon travail à ma place, ou 95%, au final, je crée la même valeur, puisque c'est mon agent IA. Alors, on en revient à est-ce qu'il t'appartient vraiment est-ce que tu le mets. Non, mais c'est important, la Ah propriété, oui, on y reviendra avec la je sais. blockchain, bien sûr. Comment est-ce que tu peux le faire en sorte qu'il soit toujours meilleur par rapport à un autre? Et là, on parle de concurrence, parce que des agents, Pardon. ça peut être copié, ça peut être amélioré, etc. Donc, tu gardes un rôle. En revanche, tu gagnes 95% de ton temps que tu passais à produire et que tu vas juste te charger à paramétrer et peut-être sécuriser. Et ce temps-là, tu vas l'utiliser soit pour faire autre chose, soit effectivement pour vivre. Et là, on revient, tu en parlais, au rôle philosophique de l'homme, la quête de sagesse, etc. Et là, on part des intérêts plus pragmatiques, qui est celui de travailler, fabriquer, gagner de l'argent, et qui peut-être vont devenir secondaires. Ouais, eh ben, écoute, j'espère que tu as raison, mais je ne suis pas certain. Et en plus de ça, encore une fois, il y a ceux qui utiliseront l'IA comme un moyen de réellement essayer d'aller encore plus loin, de creuser, de travailler, de diguer en fait plus profondément. Et il y en a, je pense, beaucoup, et c'est la nature humaine, et c'est pas un défaut en tant que tel, mais qui vont simplement se dire, bah, c'est une manière en réalité de faire ce qu'on faisait en 8 heures, de le faire en 2 heures. Sauf que je te rappelle une chose, c'est que qu'est-ce qui va se passer en fait? À mon avis, ça va se faire en deux temps. Dans un premier temps, tu vas avoir plein de salariés, d'entrepreneurs qui vont se dire, c'est génial, j'avais une journée de 8 heures, c'est devenu une journée de 2 heures parce que concrètement, je peux tout faire avec l'IA. Sauf qu'un patron, un chef d'entreprise qui a 15 salariés, et qui se rend compte que ces salariés, en 2 heures de travail, finissent leur journée, bah, soit il va leur trouver d'autres tâches à faire qui ne seront pas automatisables, soit bah, au lieu d'avoir 15 salariés, ils vont en prendre 2. On est d'accord ou pas? Enfin, je veux dire, c'est juste Oui, mathématique. toutes les révolutions industrielles, elles ont mené à cette réflexion. Ouais, alors, je sais, ça, on me le sort à chaque fois. Je te jure, ça fait. Regarde, pour le coup, l'IA, vraiment, j'ai fait une conférence sur l'IA en 2016. Avec un certain nombre de spécialistes sur le sujet. Et on me sortait à chaque fois ça, on me disait non, mais en fait, n'oublie pas Arnaud, il y a eu la révolution industrielle et il y a eu Internet. Mais il y a une différence majeure, structurellement majeure.
La révolution industrielle, ok, on va te permettre, grosso modo, de pouvoir transporter plus rapidement, pouvoir accès à des moyens de transport qui te permettent d'aller beaucoup plus vite. Bref, on va te permettre d'accélérer en fait ton développement. Ok, très bien. Internet, on... On va aussi oui. te permettre de faire à ta place. Ce qu'il fallait à l'époque, 20 hommes, te permettent avec l'électronisation, la robotisation, etc., permettait déjà à l'époque de le faire avec moins d'hommes. Ok, d'accord. D'une certaine manière, tu as raison dans ce que tu dis, mais ça a en réalité, comment te dire? C'est-à-dire que là, pour le coup, on est vraiment dans la destruction créatrice. C'est-à-dire qu'on a détruit des choses, mais en fait, on a créé plus que ce qu'on a en réalité détruit par tout l'ingénierie que ça a généré. Ok, très bien. Progrès technique, Internet. Schumpeter, ok. Exactement. Voilà. Donc là, très bien. On est en plein dedans. Après, on nous a dit. Voilà. Quelle différence avec je vais expliquer après. D'abord, je parle d'Internet. Juste Internet, même chose. On a dit révolution, c'est extraordinaire, ça va changer notre vie, il y a plein de gens qui vont disparaître, etc. Non, Internet, c'est un nouveau support. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé un nouveau support sur lequel il y a plein de gens qui se sont greffés. C'est pas, on n'a pas remplacé les choses. Alors oui, Internet a fait probablement disparaître le e-commerce par rapport aux boutiques, par exemple. Il y a plein de supermarchés, de librairies, etc., qui ferment à cause du e-commerce. Donc, il y a eu quand même de la destruction. D'accord, il y a eu effectivement un petit peu de destruction, mais en réalité, c'est qu'on a plutôt rajouté un nouvel axe et on sent forcément détruire l'axe précédent. On a rajouté une nouvelle verticale et elle est énorme d'ailleurs cette verticale et elle fait vivre des millions. En tout cas, les commerçants ont dû s'adapter, sinon mourir. Voilà, je suis d'accord. Voilà. Non mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que un commerçant, comme tu dis, il doit s'adapter ou il meurt. Mais il s'adapte. Là, la différence majeure, c'est que l'IA, elle a vocation, dans un premier temps, à nous aider ou nous donner l'illusion qu'elle va nous aider, mais à terme, à nous remplacer sur l'intégralité de nos tâches. D'accord ? Quand je te dis l'intégralité de nos tâches, c'est-à-dire que il y a exactement 10 ans, et maintenant c'est actuel, c'est acté. Il y a exactement 10 ans, je me souviens, il y a un conférencier, je tairai le nom, qui est venu dans nos locaux et qui nous a dit, vous verrez, dans quelques années, vous aurez une IA, cette IA, elle vous dira, attention, le matin, il fait telle température, il faut t'habiller comme ci, comme ça. Attention, anniversaire de mariage, il faut que je vais appeler le fleuriste pour faire livrer les fleurs à ma femme. Ah tiens, à mon travail, j'ai tel contrat envoyé, il va me faire la revue du contrat, il va me l'envoyer et en fait, ça, c'est réel maintenant. D'accord ? On est en plein dedans. Et donc, ça veut dire que on n'est pas simplement à révolution industrielle, ok, on va remplacer ce qu'on faisait à la mano, on va le passer dans des usines, etc., machin. On n'est pas dans une nouvelle, on est carrément dans, pour le coup, un remplacement numérique majeur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, tu n'es plus dans l'équation, techniquement. En l'occurrence, alors ça, c'est le futur possible. Pour l'instant, on est encore dans les... c'est pas le futur. Hein. Évidemment, c'est la version, c'est le deuxième ou troisième étage de la fusée, mais le premier étage, il est déjà là. Je regrette. Hein. Il n'y a pas encore d'études qui démontrent que l'IA a mis au chômage ou a tué. Par exemple, la preuve, nous deux, on fait 2 activités de service intellectuel. On n'a pas été remplacés, au contraire. Non mais Jérémy, alors on verra. Il y a un an, mais c'est super intéressant. Il y a un an, jamais ça me serait venu à l'idée d'avoir des gens qui viennent avec un contrat pré-rédigé par GPT et qui me demandent de le revoir. C'est maintenant le cas. Dans un an maximum, il y aura des gens sur Internet qui vont créer des GPT spécifiquement avocats, qui vont leur balancer toute l'expérience d'un avocat qui a 40 ans d'expérience, etc. Machin. Moi, je suis où là dans cette équation? Alors ça, c'est intéressant. 2 questions dans les commentaires et on va essayer de répondre à ta question. D'abord, d'ici combien de temps, à ton avis, alors on revient un peu en arrière dans les commentaires, mais toi, tu l'imagines quand cette ère où justement l'IA va véritablement remplacer, entre guillemets, la plupart, encore une fois, des services, hein, parce que pour l'instant, l'IA, tant qu'il n'y a pas de robot, elle ne peut pas construire des immeubles. Hein. Ouais, non, j'entends. Écoute, on a dans 5 ans, il y aura 1 million de robots, hein, donc ça vient. Écoute, il y a la Corée, je crois, qui vient de voter une loi pour permettre aux robots humanoïdes de pouvoir se balader dans la rue. Écoute, on a 8,7% de chômeurs
en France, je crois, approximativement de la part active. Je crois que c'est ce qui a été annoncé, si ma mémoire est bonne, hier ou avant-hier. Moi, je pense que d'ici, et encore une fois, c'est une prévision, je sais pas. Voilà, On t'amuse, hein. Exactement, mais je pense que on ira, en tout cas dans 10 ans, on sera en chômage de masse, Ouais. à un point que personne n'imagine. Et donc, en réalité, le pauvre Benoît Hamon, qui en 2017 nous parlait de revenu universel et que tout le monde brocardait en disant qu'en réalité, il était fou et qu'il fallait changer. En fait, il avait juste probablement quinzaine d'années d'avance. Alors, on y reviendra parce que là, c'est politique, mais c'est fondamental. Est-ce qu'on a envie... Non, c'est pas politique. Non, c'est pas. Je parle de Benoît Hamon, peu importe. C'est parce qu'il en avait parlé. C'est pas pour dire que voilà, mais c'est juste pour expliquer que c'est un sujet important. Les raisons et le contexte n'étaient pas les mêmes. Et là, pour le coup, entre le fait que sa subsistance dépende d'un État, ça pose quand même des questions philosophiques qui sont quand même pas nulles. C'est que finalement, voilà, il n'y a plus aucune indépendance de l'individu et l'État peut à tout moment décider de faire ce qu'il veut. Voilà, donc ça pose un problème limite que totalitaire. Si ton revenu dépend exclusivement de l'État, et à l'époque, c'est le cas du chômage, hein, ça dérange personne. Et la différence, c'est qu'il y a des conditions, c'est limité dans le temps. Mais moi, je dis pas. Hein, moi, les sociétés dans lesquelles on peut vivre sans travailler ne me plaisent pas particulièrement. Mais imagine. Si demain, c'est devenu la norme, ça pose, je pense, un problème vraiment de totalitarisme qu'auraient fait les acteurs privés s'ils dépendaient de l'État pour vivre du matin au soir et 365 jours de l'année. Je ne suis pas en désaccord avec toi là-dessus. Je suis plutôt d'accord. Pour moi, c'est pas la société dans laquelle… Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui adoreraient, mais j'ai envie de te dire, Jérémy, si tu prends un peu de recul, et je t'assure vraiment, et encore une fois, il n'y a pas de critique dans mon propos, moi j'aime bien bosser, c'est-à-dire que ça me plaît. Mais on est dans une société, et encore une fois, il n'y a aucun critique dans mon propos qui veut passer plus de temps à kiffer, et franchement c'est normal, je peux le comprendre, tu vois, moi aussi j'aime bien kiffer, mais bosser pour moi, ça fait partie de mon hygiène de vie, d'une certaine manière. Mais il y a plein de gens, c'est pas du tout ça. Et en fait, ces gens-là, si tu leur dis, d'une génération plus jeune que moi, évidemment, tu leur dis, en fait, vous allez être payé chaque mois et vous allez pouvoir faire un peu ce que vous voulez tranquille sans être imposé par des horaires, par une hiérarchie, etc. En fait, la vérité, c'est que je pense qu'ils vont tous sauter dessus, tu vois. Ouais, mais ça c'est effrayant parce que finalement, elle est où la quête de sens? Et tu fais pas des citoyens en faisant ça. En fait, tu fais des agents économiques à qui tu peux couper le robinet à tout moment. Mais c'est bien pour l'État, ça. Mais voilà, bien entendu. Mais tu vois bien que le, pardon, hein, désolé, mais après c'est pas de la paranoïa, mais c'est juste une évidence. Si demain on met en place un système comme celui-là, c'est en réalité un système de dépendance directe. Alors, je ne sais pas si je parlerais de totalitarisme, mais en tout cas, c'est un système dans lequel tu es du coup en totale dépendance. Alors, tu vas me dire, on l'est toujours. En tant que juriste, je le sais. Et demain, il suffit qu'il y ait une loi, par exemple, dans ton domaine d'activité qui dise, je ne sais pas, pour pouvoir être consultant en marketing, il faut avoir fait Bac+8. En fait, il te coupe tout ton business. Donc, tu es toujours dépendant de l'État, mais pas au point où ce soit l'État qui décide de combien ils vont te donner à la fin du mois. Et imagine demain, je pousse évidemment le théorème un peu loin, je rappelle que la notation sociale existe en Chine depuis très longtemps maintenant et que certains cherchent désespérément à la mettre en place ailleurs et que tu vois bien qu'il y a des combinaisons relativement obscures qui pourraient être envisagées si ta rémunération dépendait d'un État qui te notait et qui déterminait en fonction de combien tu allais recevoir à la fin du mois. Tu parles du crédit social en Chinois. Ou en fonction de tes actions, de tes remboursements de crédit, de tout ça, tu as accès ou pas et à des conditions différentes à des services type crédit, assurance, vol d'avion, assurance, etc. Ouais. Absolument. Ouais, donc c'est vrai. Donc c'est pour ça que quand je te parle de totalitarisme, je pense à ça évidemment. Et tu fais bien. De savoir si tu vas manger ou pas dépend de l'État. Alors, tu as raison, il y a déjà aujourd'hui des millions de personnes en France qui sont assistées et qui finalement dépendent des minima sociaux et demain, l'État peut décider de couper, de rajouter, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Hein. Ce qu'il fait. Mais heureusement, ça reste quand même une minorité pour l'instant en tout cas. Mais en tout cas, c'est un Black Mirror assez flippant. Mais Black Mirror, Jérémy, hein, moi je regarde encore, là je suis en train de regarder les dernières saisons. J'ai regardé la dernière saison, elle est folle. Moi j'ai pas encore, s'il te plaît, me spoil pas, je suis à l'avant-dernière parce que c'est un truc, tu sais, je garde, c'est un petit plaisir, tu vois, c'est comme le chocolat de fin d'année ou les œufs à Pâques.
Et en fait, c'est extraordinaire de voir que quand moi j'ai regardé la première saison de Black Mirror, je m'en souviendrai toute ma vie. Bon, voilà, on va pas spoiler, mais sur justement la notation, le truc, le machin, quand j'ai vu ça, j'en ai pas dormi pendant 2 jours tellement que ça m'a perturbé parce que je me suis dit non, mais c'est pas possible, on va pas arriver. Alors que je suis un fan de science-fiction, tu vois, mais je me sentais vraiment dedans. Et en fait, on se disait tous jamais. Enfin, les gens, je leur en parlais, ils me disaient mais t'es un malade, ça arrivera jamais, etc. Bah si. Et ceux qui connaissent Black Mirror savent que la plupart des épisodes sont malheureusement avérés maintenant. Donc en réalité, là, on est en train de se dire, on fait de la science-fiction, mais en fait, c'est loin d'être de la science-fiction, ce qu'on est en train de décrire. Très long. Non, non, mais on est d'accord. Et je crois que même les scénaristes ont du mal à trouver de nouvelles histoires parce que tout est Folie. là. Tu vois, Bon, folie. alors, en tout cas, on voit dans les commentaires que beaucoup voilà, te donnent raison sur cette vision un peu, j'allais dire défaitiste, mais en vrai, elle est tellement proche de ce qu'on vit aujourd'hui à quelques années près qu'on peut le comprendre. Parlons un peu crypto, blockchain. Alors, si on fait un petit retour un peu en arrière sur ton parcours, à quel moment, toi, tu découvres, alors tu dis que tu es sollicité par beaucoup d'acteurs de la tech, est-ce que c'est à ce moment-là que tu commences à découvrir le Web3 ou est-ce que tu le découvres à titre Non. perso à un autre moment? Non, non, je le découvre après. En fait, nous, on a créé le cabinet en 2015, donc ça fait 10 ans cette année. Et dans ce cadre-là, je commence à avoir des porteurs de projets qui me contactent, donc ce n'était pas le cas avant. Ils commencent à me parler d'un truc un peu obscur, la blockchain, etc. Donc, moi qui suis très curieux de nature, bah, je commence à regarder, je commence à voir des vidéos, je commence à me renseigner un peu sur le truc. Ils me demandent de rédiger il fallait rédiger des white papers. Ils appelaient ça, même pas livre. À l'époque, ils disaient, ouais, vas-y, s'il te plaît, fais-moi un livre blanc pour mon jeton. Je dis, mais attends, un livre blanc, c'est quoi? Moi, je connais les livres, mais livre blanc, pourquoi blanc? Ok, quel jeton? Tu me parles d'un jeton, mais c'est quoi ton truc, etc. Machin. On en a fait une ou deux. Donc, c'était purement contractuel. Hein, donc, on a rédigé les contrats qui allaient bien. Et 2016-2017, je me retrouve, et d'ailleurs j'ai encore des traces dans ma boîte mail, on était bien référencés. En fait, avocat, blockchain, crypto, on était un des seuls cabinets à être référencés. C'était pas le seul d'ailleurs sur ce sujet. Et on recevait, écoute, je sais pas, peut-être une quinzaine de demandes par jour. C'était n'importe quoi. Et il y avait, en fait, c'était en gros Jérémy Cohen, il veut lever 3 millions non dilutifs dans sa boîte, il crée un jeton, le jeton Tartampion, il dit qu'avec son jeton, il va pouvoir, je sais pas, faire n'importe quoi, et puis, bah, s'il te plaît, aide-moi, etc. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de trucs bizarres, ça comme ça, peu de choses sérieuses. Et en fait, ça a été le premier contact avec l'écosystème. Et le deuxième contact avec l'écosystème qui a été très révélateur pour notre cabinet, c'est qu'on a accompagné la principauté de Monaco sur sa réglementation crypto. Donc ça, c'est 2017-2018, où en fait, on a Monaco qui nous contacte et qui nous dit, voilà, nous, on veut rédiger notre réglementation, s'il vous plaît, aidez-nous. Et on a passé des mois et des mois à bosser avec eux sur le sujet avant que la France ne rédige sa propre réglementation en 2019. Donc on a été précurseur là-dessus. Et ça a été un déterminant point. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et alors, à titre perso, toi, tu t'y intéresses en parallèle de ton travail, à peu près à ce moment-là ou un peu avant. Ouais. Et comment tu appréhendes vraiment à titre personnel même de toi, de tes investissements, etc. Est-ce que tu vois une révolution techno, une révolution financière, une opportunité de spéculation, voire un outil pour lancer un projet toi-même? Je ne sais pas par quelle étape. Alors, ceux qui me connaissent savent que la spéculation, c'est pas trop mon truc, parce que j'ai pas été éduqué comme ça. Encore une fois, c'est pas une critique, c'est juste que j'ai été éduqué par un père qui est très, très, enfin voilà, très vigilant sur tout. Un sou est un sou, et donc jamais été justement dans l'investissement. Là, c'est à tort. Manifestement, la réalité du terrain Bitcoin m'aura donné tort depuis plusieurs années, mais en tout cas à l'époque, c'était pas le cas. Le temps ça a un petit peu changé, mais à l'époque, c'était pas le cas. Et pour répondre à ta question, moi j'ai toujours été un geek, je l'ai dit, de la tech. La finance m'intéresse que de manière subséquente. C'est-à-dire que là où justement j'ai un problème avec la blockchain maintenant, c'est que il y a beaucoup de financiarisation de la blockchain. Et c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. J'aime bien le pont entre la finance traditionnelle et la blockchain. C'est pour ça, par exemple, tu sais, Jérémy, on en a parlé, que tout ce qui est crédit lombard, collatéralisation, ça me plaît parce que ça permet de faire des ponts entre notre
on va dire notre pouvoir d'achat classique et ce qu'on a en crypto. Mais pour autant, moi, ce qui me plaît, c'est la techno qu'il y a derrière et accessoirement l'état d'esprit aussi. C'est-à-dire que ce côté CryptoPunk, je lui trouve beaucoup de sens. C'est-à-dire que sans tomber dans, je suis loin d'être un anarchiste, très loin de l'être d'ailleurs, mais pour autant, j'ai appris à faire preuve de méfiance et à essayer d'être dans une position d'équilibre sur la manière avec laquelle un certain nombre de choses se sont passées. Et ça m'a permis aussi de prendre du recul d'un point de vue philosophique sur le rôle de l'État, sur sa capacité à prendre un certain nombre de décisions qui sont pas forcément dans l'intérêt collectif, etc., etc. Et sur les intermédiaires en général. Le nombre d'entrepreneurs que j'ai eu qui ont rien à voir avec la crypto, qui ont eu des problèmes avec les banques, je les compte, mais c'est même pas sur les doigts des deux mains. Il faudrait 100 mains pour arriver à tous les compter, tellement que il y a eu des problèmes. Donc, c'est vrai que le fait de vouloir, à la base en tout cas, créer une infrastructure qui soit en mesure de se délester d'un certain nombre d'intermédiaires qui sont parfois des poids morts et qui en réalité te consument plus qu'ils t'apportent, je trouvais que c'était intéressant. Évidemment, tout ça est à remettre dans des justes proportions maintenant, parce que je rappelle que les intermédiaires qui ont été vilipendés il y a 10 ans reviennent maintenant en force et qu'on les appelle, enfin certains les appellent limite de leur vœu en disant en réalité qu'il faut qu'ils reviennent. Voilà, mais c'était un peu l'idée aussi. Tu parles de quel intermédiaire ? Simple, les banques. C'est un très bon exemple. Je rappelle quand même que il y a eu la crypte des subprimes, je l'ai cité parce que j'étais à Chicago à ce moment-là en 2008, que du coup cet écosystème sur lequel on travaille depuis des années n'est pas étranger à cette post-crise des subprimes, et que donc s'il y a eu cette crise, s'il y a cette défiance vis-à-vis des banques, elle est quand même due à ce moment-là où on a estimé qu'elles étaient lourdement responsables. Et pour autant, je trouve ça savoureux de voir que maintenant, ce sont elles qui ont quand même de plus en plus et très largement pris un peu la mesure de cet écosystème et sont devenues un peu les parties prenantes de tout ça. Je trouve que c'est assez savoureux. En même temps, c'est normal. C'est-à-dire que ce système financier parallèle, entre guillemets, pour lequel a été pensé Bitcoin, c'est à partir du moment où il devient une menace au système établi, il y a deux solutions. Soit on fait tout pour le tuer, ce qu'ils ont fait pendant 10 ans, soit on décide finalement de s'en faire un allié. Absolument. Je veux dire, c'est animal en fait, Jérémy. Tu sais, t'as un groupe de loups. Ils font un peu n'importe quoi à côté de la grande majorité. Au début, on les regarde, on se dit c'est quoi ces loups ? Ils sont un peu erratiques dans leur comportement. Après, on essaie de se dire, on en envoie 2-3, on essaye de les tuer. On va voir les régulateurs, on va voir les États, on leur dit ok, ils font n'importe quoi. Et à un moment, il y en a un de la majorité qui se dit ah ouais, mais attends, là ils ont trouvé un petit endroit qui a l'air quand même sympa. On ferait mieux d'essayer plutôt de les amadouer et d'en faire un truc pour nous. Bien sûr, c'est très animal comme. Ça me fait penser à l'histoire du christianisme pendant l'Empire romain, où pendant 300 ans, c'est une secte qu'on persécute, et ensuite Constantin dit bon, on va peut-être s'en servir parce que ça va nous aider à fédérer l'Empire. Non, mais tu vois, ça devient la religion de l'Empire. Donc, c'est purement animal comme façon d'appréhender les choses. Et je dis pas que c'est un mal, parce que je préfère ça plutôt qu'elle ait été tuée dans l'œuf. Je dis juste qu'en tout cas, moi, je suis plus intéressé par l'infrastructure blockchain que par sa financiarisation, même si il y a évidemment des très beaux cas d'usage là-dessus. Voilà. Alors, parlons un peu réglementation, et là on va entamer un chapitre sur lequel on va prendre un peu de temps, parce qu'on voit quand même des similitudes, des analogies entre la réglementation sur l'IA, celle de la blockchain, et on pourrait même faire un parallèle avec à l'époque celle sur l'Internet, alors pas forcément en réglementation, mais en termes de tests d'investissement des acteurs publics, avec ce côté où on a l'impression qu'on laisse passer un peu les trains, quoi, au profit d'autres régions du monde. C'est un peu cette narrative dont on parle très souvent quand même, sur le retard pris par l'UE, etc. Bon, alors pour structurer un petit peu la discussion, peut-être on va commencer par l'IA. Alors, tu connais le sujet évidemment, puisque tu accompagnes des boîtes liées à l'IA, tu te renseignes là-dessus et tu publies aussi régulièrement là-dessus. C'est quoi l'évolution de la réglementation sur l'IA dans l'Union européenne ? Alors, dans les très grandes phases, et on en est où dans l'état de l'art aujourd'hui ? L'IA, est-ce que la réglementation, elle lui coupe plutôt l'herbe sous le pied ? Est-ce qu'au contraire, elle l'accompagne ?
Comment tu vois, toi, l'évolution de ça sur 3-4 ans, hein, parce que c'est assez récent le sujet en réalité. Alors, la réglementation en matière d'IA en Europe, c'est ce qu'on appelle l'IA Act, donc justement qui a pour objectif de réglementer l'IA en Europe. Écoute, je suis, et je pense que ceux qui me lisent le savent, plutôt relativement critique envers la réglementation de manière générale. Pour autant, j'essaie quand même d'avoir une position équilibrée sur le sujet, c'est-à-dire que c'est pas que je suis critique vis-à-vis de la réglementation au sens large, c'est juste que la réglementation pour moi elle est indispensable pour plein de raisons qu'il n'y a pas forcément besoin de rappeler, mais qu'en gros ça sécurise aussi une réglementation, ça permet de créer un cadre avec de la visibilité. Et quand tu as envie de faire du business, tu as quand même envie de savoir si à la fin tu vas pas travailler pour que dans un an on te dise que ce que tu fais c'est pas bon. Donc évidemment que ça crée de la confiance et que la confiance, ça permet de générer du business. Donc dans l'absolu, c'est très bien. La question, c'est quelle est la taille du terrain de jeu et qui va être en capacité de pouvoir jouer sur le terrain. C'est toujours le même sujet. Donc dans l'absolu, la réglementation sur l'IA, c'est plutôt une bonne chose parce qu'elle a été faite de manière séquencée. C'est-à-dire que d'abord, on a interdit les IA type justement crédit social qu'on a évoqué sur la Chine, ce genre de choses. Après, on va mettre des obligations sur des IA qu'on considère comme des IA à haut risque. Puis après, en fait, ça rentre de manière... Donc, ça a été fait de manière proportionnée de ce point de vue-là. Je trouve que c'est intéressant. Là où j'aurais un reproche à faire, mais de manière générale à la réglementation européenne, c'est qu'on a tendance à, sauf exception dans des cas, je pense à des plateformes, je pense notamment à certains textes européens qui sont taillés pour les très grosses plateformes, donc là, dont acte, mais il y a beaucoup de textes où en réalité on applique la réglementation de manière uniforme, qu'on s'adresse à une start-up qui s'est créée il y a 6 mois ou à une boîte qui a 15 ans d'ancienneté. Et ça, c'est un problème. Donc, par exemple, tu voudrais, alors je sais pas, par exemple, dans la crypto, à l'époque, il y avait ça, il y avait pour toutes les transactions jusqu'à 1 000 €, on est plutôt light et après, au-delà, on sévit. Mais toi, tu parlerais, par exemple, en chiffre d'affaires, une entreprise, tant qu'elle n'a pas fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, elle aurait une réglementation peut-être plus light. Concrètement, tu prônerais quelque chose comme ça, toi? Oui, en fait, ce que je prônerais, c'est que la réglementation soit adaptée par rapport à la taille de l'entreprise et par rapport à un certain nombre de critères. Est-ce que c'est des critères de taille d'effectifs? Est-ce que c'est des critères d'ancienneté? Est-ce que c'est des critères de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est des critères, des pondérations de critères? Mais en tout cas, constitutionnel, ça, on parle vraiment dans du droit. Je ne suis pas juriste, mais je regarde un peu, tu vois. Et ça, c'est pas anticonstitutionnel où tous les individus doivent être égaux face à la loi. Est-ce que tu as des exemples? Non, bien sûr, il y en a plein. Alors, ça m'intéresse. Là, tu n'as pas d'exemple spécifique à me donner, mais dans le secteur dans lequel une entreprise peut-être plus petite a un cadre légal peut-être plus light. Est-ce que ça existe déjà dans le droit français, par exemple? En fait, c'est ce qui va faire la différence entre l'égalité et l'équité. C'est-à-dire que il n'y a aucune interdiction dans la loi à être en réalité équitable, c'est-à-dire à créer un traitement qui soit différencié en fonction de la typologie des personnes. Ce qui est problématique en droit, c'est lorsqu'il y a une rupture d'égalité, c'est-à-dire lorsque deux personnes qui sont dans des conditions similaires sont traitées de manière différente. Ça, c'est pas ça, ce que j'évoque. Ce que j'évoque, c'est de traiter de manière différente. Ça, j'ai compris. Mais comment est-ce qu'un acteur plus grand, plus gros, plus puissant, qui a plus d'argent, qui a plus de pouvoir, va accepter et ne va pas tout mettre en branle pour que l'acteur petit aujourd'hui, qui demain va peut-être marcher sur ces plates-bandes, ait des conditions plus favorables en matière de réglementation? Alors, je vais te prendre un exemple. Le régime Jono des objets numériques monétisables. C'était tout ce qui est intervenu en termes de débat l'année dernière. NFT, Gaming Web 3, tout ça. Exactement, pour créer un cadre qui permette en réalité de ne pas tomber dans la réglementation des jeux d'argent et des jeux de hasard, ce qui nécessite de tomber dans les agréments qui sont extrêmement complexes, devant l'autorité nationale des jeux, etc., etc. Eh bien, il y a eu une saisie du Conseil constitutionnel parce qu'un certain nombre de sociétés qui étaient des sociétés dans le jeu, eh bien, elle disait, attendez, rupture d'égalité, vous créez un régime dérogatoire qui est le régime Jonum, qui est plus favorable que le régime auquel on est soumis.
Et le Conseil constitutionnel répond, j'avais fait un post, je serais ravi de te transmettre la décision du Conseil constitutionnel si tu Ah veux, non, mais très alors, intéressant. dis-toi que je le connais parfaitement, puisque rappelle-toi, je m'en suis inspiré à l'occasion d'une table ronde à CryptoXR. Alors, je la connais Ok, très bien. bon voilà. Bah, la décision du Conseil constitutionnel est intéressante. Alors on peut être contre, d'accord avec le Conseil constitutionnel. Enfin ça c'est encore une fois pas le sujet du jour. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas la décision elle est rendue de telle sorte où ils expliquent que justement exactement ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que la problématique, ce qui est interdit, c'est comment dire, d'avoir un traitement différencié pour des personnes qui sont morales ou physiques qui sont dans la même situation. Et le Conseil constitutionnel dit que justement, il n'est absolument pas interdit constitutionnellement d'appliquer un traitement différencié à des situations Ouais, mais différentes. l'objet était différent, puisque je crois que pour rentrer dans la loi Num, il ne faut pas que tu aies des gains en argent. Il faut que ce soit. Donc, il y avait quand même une différence pas juste de chiffre d'affaires, typiquement. Il fallait qu'il y ait une différence d'objet sur l'objet réglementé, je crois. Oui, d'accord, mais on peut tout à fait appliquer justement des obligations Moi, différentes j'adorerais. dans la région. J'essaye d'imaginer comment une boîte, une start-up, jusqu'à ce qu'elle fasse 1 million, elle peut peut-être prendre quelques libertés sur. Parce que la réglementation sur l'IA, en 2 mots, c'est quoi? C'est la vie privée, la conservation et le droit à l'oubli. C'est Ouais, c'est des questions de data, c'est de la manière avec laquelle tu traites la data, c'est des questions de biais algorithmiques, c'est des questions de responsabilité, c'est ce genre de choses en fait qui sont cadrées dans le Mais cadre ça, du règlement. on pourrait, selon toi, et alors moi, encore une fois, j'ai pas d'avis, je suis pas assez connaisseur sur la question, mais on pourrait, selon toi, dire une boîte peut aller prendre quelques libertés sur le traitement de la data, la sécurité de la data, le droit à l'oubli, la préservation de la vie privée des individus, la sécurité, par exemple, de l'infrastructure qui gère ces données. On pourrait prendre des libertés là-dessus, tu crois, parce qu'au motif qu'on est plus petit? Alors, moi, j'ai pas dit qu'il fallait prendre des libertés, j'ai juste dit que peut-être les exigences qui étaient demandées, il fallait qu'elles soient peut-être moins importantes. Moi, l'exemple qui me vient le plus en tête, c'est Mika, évidemment, puisqu'on parle de crypto. Alors, arrivons Euh, sur, là, on était vraiment sur l'IA, mais effectivement, si tu veux, allons sur Mika. Alors là, pour le coup, Mika, c'est un sujet évidemment là qu'on connaît très bien, puisque ça a débuté en 2019 avec la loi Pacte et le PSAN. Ensuite, on a eu agrément, PSAN renforcé. Aujourd'hui, on a Mika, donc à l'échelle européenne. Et on voit déjà que dans l'Union européenne, des pays qui sont soumis au règlement Mika, pour autant, sont plus ou moins, disons, exigeants. Donc, on a déjà une concurrence entre les pays sur la façon d'appliquer un peu ce règlement. Mais là aussi, comment tu vois l'évolution de cette réglementation? Et après, on parlera de ce que tu préconises. oui, alors, je vois pas nécessairement de pays qui sont plus conciliants que d'autres. Pour être honnête, je sais que c'est un peu ce qui se dit, etc. machin. Moi, je vois effectivement peut-être des pays qui sont très efficaces, en revanche, parce qu'ils sont préparés en réalité, et qui sont très très bien préparés et qui ont probablement ils ont également les effectifs nécessaires pour pouvoir justement traiter la masse de dossiers Ok, qui leur est confiée. c'est Je intéressant. pense, ouais, je pense que, ouais. Alors, ce que tu dis, pardon, mais c'est bien, merci pour ça, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment, par exemple, si on prend Malte, qui a filé déjà quatre on appelle ça comment, des enregistrements Mika ou Trois désagréments, trois désagréments, bon, désagréments. 3, ok. On a le sentiment, c'est soit il y a deux solutions, c'est soit parce qu'ils sont plus cool, et c'est pour ça que tous les échanges, tous les gros soit est-ce que tu nous dis ici, et ça c'est intéressant, c'est juste parce que ils y ont mis peut-être plus d'effectifs et que nous, ça prend tellement de temps parce que on n'est pas préparé. Donc tu penses que c'est plus ça que allez, on est un peu plus cool? Écoute, les, comment dirais-je, le règlement, c'est le même pour tout le monde. C'est un règlement, c'est pas une directive. Donc, sur le papier, il y a des conditions à respecter. Ces conditions sont respectées, elles ont vocation à être respectées partout. C'est vrai que Malte est un pays qui est critiqué en ce moment pour des raisons qui, moi, m'échappent un peu parce que tu parlais de 3 sociétés qui ont été agréées. Il y a d'autres pays, je pense aux Pays-Bas ou à l'Allemagne, qui en ont agréé plusieurs aussi. Alors, l'Allemagne, c'est vrai que c'était souvent des banques, mais les Pays-Bas, pas forcément, et pour autant, on n'en a pas fait tout un plat non plus. Donc ça, c'est la première observation. Je crois comprendre que effectivement, il y a une supervision un peu renforcée en ce moment sur tous les pays qui ont délivré des agréments pour vérifier que ça soit bien conforme avec les textes et j'ai envie de dire tant mieux. Je pense que la France, on a des atouts
Mais tu te rends compte, incontestable. Mika s'est inspiré du régime français. Nous, ça Ouais. fait des années qu'on réglemente qu'on enregistre, qu'on contrôle des activités crypto blockchain. Et aujourd'hui, qu'il y a Mika, je crois qu'on n'a enregistré personne. Dis-moi si je me trompe. Confirme. Ouais. Agréé, personne, ouais, absolument. Oui, Ouais, pardon, tout à fait. merci, tu as raison de me corriger. Ouais. Personne, alors que des acteurs qui, aux candidats, il y en a plein, des très gros, hein, des blocs, CoinHouse, etc. Et pour l'instant, on n'en a pas un seul. On a des acteurs comme Bitpanda qui sont transfrontaliers, qui ont déjà obtenu 3 agréments dans 3 pays différents. Et donc, en fait, là, c'est un peu la honte d'un point de vue extérieur. Et Malte, on peut peut-être aussi considérer qu'ils sont en avance parce qu'en matière de réglementation sur les jeux d'argent et de hasard, ils ont toujours été vus comme assez bons. Donc peut-être qu'ils ont récupéré cette expérience. Oui, puis ils ont des effectifs qui sont pléthoriques. Je rappelle que ces pays-là vivent majoritairement de la réglementation. Donc ils vivent de fintech et de boîtes, que ce soit comme tu l'as dit, dans le gambling, que ce soit des boîtes qui sont dans la fintech plus classique, prestataires de services d'investissement, prestataires de services de paiement, établissements de monnaie électronique, du coup maintenant Mika. Donc en fait, ils vivent de ça. Donc, pour eux, c'est une manne financière considérable et donc ils ont tout intérêt à y mettre les moyens. Ce que peut-être nous, on fait moins. Donc, on a beau avoir des régulateurs qui sont très forts, qui comprennent ultra bien les sujets, et je pense qu'on a un niveau de maîtrise, de compétence qui est, je pense, assez unique au monde, pour avoir vu à travers d'autres régulateurs, etc. Je pense qu'on est vraiment très bon. Après, le problème, c'est que... On a le sentiment qu'ils comprennent super bien, sauf que la réalité, c'est que les entrepreneurs, pour beaucoup, finalement veulent se barrer et qu'entreprendre en France est de moins en moins Je suis une bien option. placé pour le savoir. Je suis Mais d'accord avec tu toi. vas nous en parler, mais ce que je veux dire, c'est que moi, vraiment, ça me terrifie. C'est-à-dire qu'on est en train de créer une élite qui comprend parfaitement le sujet, mais ils n'auront plus rien à réglementer parce que finalement, plus personne va Ouais, vouloir. je sais, c'est le paradoxe du système. Après, si tu veux, il faut aussi avoir en tête, et là, par contre, il y a une vraie différence d'un pays à l'autre, c'est que le risque réputationnel n'est pas apprécié de la même manière à Malte qu'il ne l'est apprécié en France ou à Luxembourg. Ce que je veux dire, c'est que si demain, la France agrée une société et que finalement cette société se trouve en difficulté, la France sera vraiment mise en grande difficulté réputationnelle. Donc, c'est du zèle, Malte, c'est du zèle, mais c'est une très grande réserve qui n'est pas, qui n'est pas complètement inexplicable et qui a ses raisons, tu vois. Non, mais c'est parce que moi, j'essaye de trouver, ça évidemment, comme toi, ça me pose difficulté. C'est pour ça que j'accompagne à la fois des boîtes qui veulent le faire en France, mais aussi des boîtes qui veulent partir parce qu'ils sont effectivement agacés par la situation. Mais force est de constater que ça s'explique aussi par des raisons plus profondes. Le Luxembourg, sa réputation, c'est tout. La France, c'est quand même beaucoup. Donc, si demain, il y a une plateforme à la FTX en France, je ne sais pas si tu vois, mais plus personne ne va vouloir venir en France. Donc, ils sont d'une extrême vigilance sur les sujets de cybersécurité. Ils ne sont pas complètement tort, d'ailleurs, ils ont plutôt raison. Ils vont même au-delà de ce que la réglementation prévoit, parce qu'ils se disent, nous, notre objectif, c'est de protéger les investisseurs. Et encore une fois, on ne peut pas les blâmer pour ça. Maintenant, il y a des pays qui sont très pro-entrepreneurs, quitte à prendre des risques, qui est la logique entrepreneuriale. Et il y a des pays comme la France qui sont, pas qu'ils sont moins pro-entrepreneurs, c'est juste qu'ils sont plus frileux. Et ça s'explique par 1000 raisons. Et que donc, forcément, ça a un impact. Et je suis d'accord avec toi que derrière, sur les 120 SAN qui sont enregistrés à l'heure d'aujourd'hui, ou les quelques-uns qui sont agréés, il est probable qu'il n'y en ait pas beaucoup qui, à la fin, soient agréés, en tout cas en France. Ça, c'est envisageable. Qu'il y en ait peu, peut-être une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, grand maximum. Ça m'étonnerait que ça dépasse. C'est bien qu'il y en ait déjà un, parce que bon, les gars, c'est déjà pleinement en vigueur depuis le 1er janvier. Ça l'est partiellement depuis le 30 juin dernier. Bon, quand même. Et là, la réputation, moi, je veux bien, j'entends, et c'est un élément auquel je n'avais pas pensé, très honnêtement, même si je sais que la France a toujours voulu être le bon élève de l'Europe sur plein d'autres sujets. J'entends qu'elle veuille également l'être sur le terrain réglementaire, a fortiori parce qu'elle est à l'origine de la réglementation sur les crypto actifs depuis 2018-2019. En revanche, en face de ce risque réputationnel, on a une autre réputation qui colle à la France depuis le Minitel, c'est que c'est un pays dans lequel entreprendre se fait parfois à l'encontre de l'innovation. Qu'en penses-tu ? Je pense que c'est vrai.
Je pense que malheureusement c'est vrai, ça peut arriver, mais c'est pas que la France d'ailleurs. Enfin, moi je mettrais ça au niveau européen, plutôt qu'au niveau français. Ouais, mais par exemple, Donc, pardon, mais tu prends la Lituanie, etc., dans lequel c'est un Eldorado pour toutes les fintechs. Donc, c'est pas possible de faire un tout amalgamé de l'Europe. Il y a bel et bien des pays, notamment au niveau fiscal. On voit le Portugal, des voilà. pays. Non, Alors, mais non, je mais ne fais tu pas. as raison, c'est à double détente. C'est-à-dire que il y a une question qui se pose, qui est la question de l'Europe par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, qui se pose. Donc ça, c'est la première grille de lecture. Et après, il y a une seconde grille de lecture, c'est comment se positionne la France à l'intérieur même de cet écosystème européen. Et c'est vrai que si on prend à la fois parce que tu parlais de l'IA tout à l'heure, je rappelle que les Américains et les Chinois veulent une dérégulation totale. Nous, on régule, les autres Alors, dérégulent. Là, pour le coup, sur l'IA, c'est du obvious, tu vois. Donc, alors sur ça, c'est fou. Je ne sais pas si c'est toi qui as posté dessus ou quelqu'un d'autre, mais là, en ce moment, ce dont tout le monde parle, c'est la Chine et les États-Unis qui mettent l'IA au programme scolaire, les oui, deux c'est moi qui ai posté. quasiment, Moi qui ai posté. quasiment concomitantes, alors que nous, en face de ça, on a toujours un peu peur de l'IA et on continue à le réglementer à coup Je de. pense que c'est un bon exemple. Et Je ouais, pense que c'est un alors évidemment, c'est anecdotique parce que 6 heures par an, ça va pas faire des spécialistes en IA pour autant, mais c'est anecdotique, mais c'est symptomatique, tu vois. C'est-à-dire que c'est criant c'est un bon exemple d'une certaine manière, ça illustre parfaitement la différence d'approche où nous, on a une approche par le risque, qui est pas une mauvaise approche sur le principe, mais ça dépend où on met le curseur, et les autres qui ont une approche de advienne que pourra. Tu vois, encore une fois, peut-être pas exactement celle-là en réalité. Et donc, moi, ce que je demande, c'est pas un changement de braquet. Moi, je veux pas moi, en tout cas, personnellement, je parle en mon nom, mais je veux absolument pas qu'on arrive à un système de dérégulation totale. L'IA, il peut y avoir des billets d'une dangerosité inouïe. Enfin, Grok, on sera pas forcément d'accord, mais on a déjà débattu, mais Grok ou d'autres, d'ailleurs, on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Et si demain, moi, je fais des deepfakes de toi tout dégueulasses et que je les mets sur tout Internet, etc., je suis pas sûr que ça te fasse ultra plaisir. Donc, il faut qu'il y ait quand même il faut qu'il y ait quand même du contrôle, etc., machin. En revanche, la question, c'est encore une fois, où est-ce que le curseur est mis? Et moi, ce que je souhaiterais, puisque tu m'as aussi demandé, je souhaiterais plus de proportionnalité. Et je souhaiterais peut-être davantage que ça l'est maintenant, en tout cas c'est ma sensation, qu'avant de réguler, on se confronte au marché. C'est-à-dire, on fait des auditions, ils font des auditions, etc. Naturellement, ils sortent pas les textes de nulle part. Mais je pense qu'il faudrait passer plus de temps à confronter le marché, plus de temps à regarder ce qui se fait ailleurs, pour essayer vraiment, même si c'est un ajustement qui est compliqué à trouver, parce que c'est facile pour moi d'arriver et de dire faut mettre le curseur, mais sans forcément rentrer dans la précision. Mais je pense qu'il y a moyen à la fois de protéger les Européens sans forcément nuire de manière totale à notre développement. De toute façon, les États-Unis et la Chine, que ce soit en matière de blockchain ou que ce soit en matière d'IA, ont déjà pris une avance qui est absolument stratosphérique. Donc, l'idée, c'est d'arriver d'une certaine façon, à faire en sorte que ça soit moins pire qu'on ne l'avait imaginé au départ. Ouais, mais en fait, selon moi, le problème, c'est que ce dont tu parles sur le papier, je pense que c'est la solution médiane, sans doute la plus raisonnable, etc. Mais on voit bien que vu les rapports qui sont à l'œuvre aujourd'hui, on a ce matin encore le Parti libéral qui arrive en majorité au Canada. Le mec, c'est un pro-IA comme pas possible. Et donc, on sait très bien que le Canada, c'est une terre dans laquelle beaucoup de Français aiment émigrer parce que tu as les avantages des États-Unis sans les inconvénients. Donc, j'imagine déjà l'appel d'offres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans un monde aussi disloqué, avec des rapports de force, avec une concurrence aussi importante, en restant peut-être trop soudés sur nos fondamentaux moraux, au final, eh bien, on laisse passer encore tous les trains. Et finalement, qui est perdant dans cette histoire? Ce n'est pas le citoyen européen qui s'est fait voler sa data. Le perdant, c'est celui qui a perdu son taf, celui qui ne montera pas son entreprise et celui qui fait que la France perd dans les classements de tous les classements à peu près, perd des places à l'échelle du monde. Et donc, c'est pour ça que là, tu as une échelle de valeur et peut-être une échelle de réel politique et de pragmatisme qui fait que moi, j'ai plutôt tendance à dire fuck, on y verra, on verra après. Et j'entends les mecs comme toi et pire encore, nos politiciens, nos régulateurs, etc. Mais je te mets pas dans la. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais peut-être d'être un peu plus raisonnable. Et d'un côté, je me dis, mais à quel prix
et je parle bien du bien commun, hein, parce que si on se fait voler tous nos avantages comparatifs par nos pays voisins qui sont peut-être un peu moins moraux, qu'est-ce qui nous reste? C'est flippant. Moi, même toi, tu parles-nous de ces entrepreneurs qui te contactent en disant j'ai envie de partir. C'est pas que pour des raisons fiscales, il faut le dire. Non, c'est pour des raisons principalement fiscales et réglementaires. Ce sont les deux sujets qui reviennent, enfin en tout cas dans l'écosystème Web3, qui reviennent extrêmement régulièrement. Nous, on accompagne donc à la fois des porteurs de projets en France parce qu'ils sont comment dire, certains que la France est le meilleur endroit pour eux, ce qui est tout à fait envisageable pour beaucoup de porteurs de projets, parce que la vérité, c'est que s'ils n'étaient pas contraints de partir, ils resteraient. On a des défauts dans ce pays, mais on a quand même énormément d'avantages. Je n'ai pas besoin de citer, que tout le monde, je pense, connaît ici. Moi, je suis pas, j'aime pas tirer contre mon propre camp, quoi. C'est-à-dire que le camp que je préfère et de loin, c'est la France. Pour 1000 raisons, sinon je serais parti. Et je vous parlerai des Maldives, je ferai la visio des Maldives. La France que tu aimes et pour laquelle tu te bats, et moi aussi, vraiment le premier, est-ce qu'elle est toujours celle-là On parle des avantages de la France, on parle de quoi? Des services publics. On va pas faire un audit ensemble en live. On parle de faire un audit. Mais non, mais en fait, écoute, tu sais quoi, Jérémy? Tu sais quoi? Élis-moi en 2027 président de la République, et puis tu verras. Non, mais en tout cas, si on revient sur le sujet pour la blague, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, c'est comme t'as un vivier puissant, t'as énormément de choses sur lesquelles tu peux leverage, et en réalité, pour des raisons X, Y ou Z, tu fais pas ce leverage, en fait. Et donc, maintenant, est-ce qu'il faut faire all-in en disant sur l'IA, machin, etc. Pour moi, c'est pas possible. Ne serait-ce que parce que, par exemple, ceux qui veulent faire all-in veulent oublier le droit d'auteur. On peut pas faire fi comme ça d'un siècle de mode de fonctionnement sur le droit d'auteur. Enfin, tu peux pas dire ah ben voilà, c'est pas grave, il y a plus de droit d'auteur, vous pouvez faire tout n'importe quoi, etc. Machin. Ceux qui veulent déréguler veulent ça, par exemple. D'accord? On peut pas faire ça. Les data, on s'en fout, on peut faire n'importe quoi, on peut faire du crédit social, on peut faire des biais algorithmiques, on peut dire ok, dans telle société, on veut pas de personnes de couleur parce que truc machin, ou des personnes juives ou musulmanes, parce que, enfin bref, il y a plus de limite en fait. Et encore une fois, comme l'IA, il va irriguer toutes nos vies. Bah en réalité, si tu fais un no limit, oui, c'est très bien parce que ça va permettre à certains de se développer extrêmement vite à la pirate ou pas d'ailleurs, puisque si c'est pas régulé, bah, ils seront pas pirates. La réalité, c'est qu'il y aura aussi beaucoup de problèmes. Et que derrière, il faudra ramasser des gens à la petite cuillère. Donc, je pense que la question, c'est la limite. Et je ne suis pas certain à ce stade que ni l'Europe ni la France n'aient conscience de ce curseur, et que ce curseur, il est mis beaucoup trop au niveau de la régulation qu'au niveau de l'entrepreneuriat et de la prise de risque. Voilà. Ouais, je vois. Non, effectivement, c'est vrai que c'est un débat important et intéressant. Alors, je rentre pas dans le détail de ce que tu as dit. On peut plus embaucher de musulmans, tout ça. Tu sais très bien que c'est pas le sujet. La question, c'est peut-être de pas forcer une entreprise à prendre quelqu'un au motif qu'il est noir, blanc ou autre. Non, mais ça, on est d'accord. Non, mais ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mon point, c'est juste que les biais algorithmiques, c'est ça aussi. C'est contrôler pour éviter. Quand je demande un viking, il me met une personne noire. Ça, c'est un biais algorithmique. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est un scandale. Ça, c'est autre chose. Mais je suis bien d'accord avec toi. Mais ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est l'algorithme qui, d'une certaine façon, parce qu'il a été éduqué pour être. Non, mais c'est comme sur DeepSeek, tu peux pas demander à DeepSeek qu'est-ce qu'il amène. Ça, c'est un biais algorithmique. Non, mais évidemment, bah, tu vois, ça devrait être contrôlé et interdit en réalité. Pourquoi je te dis ça? Une entreprise privée, après tout, tu décides d'utiliser cette IA, il faut que tu sois informé, mais en soi, est-ce que tu peux empêcher au DeepSeek, typiquement, que le Parti communiste chinois, qui certainement a bien financé la chose, vienne mettre historique en soi? Qui es-tu pour venir leur dire de faire… Ouais, mais alors dans ce cas-là, mais non, je peux pas être d'accord avec toi, parce que dans ce cas-là, c'est quoi? Si on part de ton postulat, ça veut dire que dès que tu es une société privée, l'État n'a pas à contrôler ce que tu fais juste parce que tu es une société privée et tu fais ce que tu veux chez toi.
Dans ce cas-là, ok, très bien. Donc demain chez toi là, tu vas séquestrer des gens, et tu vas leur couper les membres et tu vas dire ah non mais écoute, non mais Non, attends, mais donc typiquement, DeepSeek, tu dois excuse-moi, c'est caricatural ce que je dis, mais c'est la vérité. Donc, c'est-à-dire que si on t'écoute, DeepSeek, par exemple, je répète, DeepSeek, c'est un peu le chat GPT chinois, je simplifie à mort. Tu l'interdis en Europe parce que il met un biais historique et idéologique. Non, en fait, la réglementation européenne, elle s'applique. Aussi parce qu'il y a un biais très idéologisé, on le voit quand tu demandes son avis sur Biden et sur Trump. T'interdis tout le monde dans ce cas-là. C'est un gros. Non, alors non, c'est juste qu'il y a des règles en Europe. La règle en Europe, elle fait que si tu es européen ou si tu es étranger mais que tu vises des Européens, tu appliques la réglementation européenne. Je parle du biais algorithmique, là, je parle du biais idéologique, historique. Je ne parle pas de la protection des données, tout ça. Ça, ok. Bon. En fait, tu dois expliquer comment tu arrives à un certain nombre de réponses et s'il y a des biais qui sont évidents, clairs et problématiques, tu dois corriger ces biais. Voilà. Donc, et je rappelle que DeepSeek a été interdit dans beaucoup de pays européens déjà parce qu'ils ne respectaient pas le RGPD, pour commencer. Donc, on n'en est même pas à l'IA Act, parce que déjà, ils ne respectent pas le RGPD. Donc, quand nos amis chinois respecteront la réglementation française, à ce moment-là, ils seront en mesure de pouvoir être utilisés en France. Mais le risque, c'est pas justement que ce soit l'Union européenne, c'est-à-dire une espèce d'instance non élue, bureaucratique au possible, qu'on connaît très bien, qui mette finalement son biais idéologique en disant qui sont les bons, qui sont les méchants, et au final, les citoyens européens seront sous la coupe d'un espèce de chat GPT peinturé à la sauce européiste. Alors, juste un petit truc quand même là-dessus sur l'Europe, même si moi j'ai tendance à la critiquer beaucoup aussi en expliquant qu'il y a beaucoup de bureaucratie, etc., etc. Attention quand même, Jérémy, et je le dis même pour moi-même parce que j'ai voulu me replonger récemment dans les arcanes de l'Union européenne. L'Union européenne, en fait, le rôle du Parlement européen est structurel puisque le Parlement européen, donc c'est des gens qu'on élit, d'accord ? Et après derrière, les commissaires européens, ils sont élus par les parlementaires. Et puis après, on a le Conseil de l'Europe, c'est les chefs d'État. Donc, c'est pas non plus Madame Tartampion qui est fonctionnaire à Bruxelles et qui, sur un coin de table, décide de rédiger quelque chose. Je veux dire, c'est quand même validé derrière par. Non, mais c'est important de le préciser parce que même dans mon inconscient à moi, tu vois. Voilà. Oui, mais ton inconscient, il est sans doute orienté à cause de ce qui s'est passé avec le référendum en 2005. Il est orienté sur les prérogatives de l'Union européenne qui n'ont cessé de s'agrandir. Au départ, ça devait être une zone de libre-échange. Aujourd'hui, ils font de la santé, bientôt du militaire. Il est sans doute orienté aussi par Ursula von der Leyen qui fait un peu ce qu'il veut et qui défend davantage les intérêts allemands que ceux des Français. Et d'ailleurs, là où le côté non élu, pourquoi je parle de ça ? Parce que la commission n'est pas élue par le peuple, mais tu as raison, ils sont élus par les parlementaires qui sont, bref, c'est de la démocratie indirecte, mais surtout, c'est qu'il y a un désalignement des intérêts entre les pays au sein de l'Union européenne et que nous, on est français et que les décisions qui se font en Europe ne vont pas forcément dans le sens des intérêts nationaux. Et là, tu as une asymétrie. Moi, c'est ça qui me dérange le plus, mais ça, c'est intrinsèque à l'Europe. Là, pour le coup, tu peux rien faire sans quitter l'Europe, par définition. Oui, non, mais je comprends ton point et je suis plutôt d'accord avec. Voilà, quand je dis non élu, je parle de la commission parce que c'est là-bas que tout se décide. Les parlementaires, ils disent oui, ils disent non, mais avec les jeux de partis et les jeux d'appareils, on sait très bien que c'est quand même très opaque. Mais bon. Non, c'est pas faux. Non, c'est pas faux. Donc. Alors, il nous reste 3 minutes, mon ami, et je sais qu'on pourrait continuer encore pendant 1h30, tellement on est des passionnés de ces sujets-là. Peut-être on fait un petit tour sur ce qui se passe justement avec Donald Trump, les droits de douane, etc. Je sais que c'est un sujet aussi qui te passionne. Alors, il nous reste 3 minutes, donc même pas 2 minutes, donc on va aller très vite. Comment tu vois justement les jeux des superpuissances entre justement les États-Unis, la Russie, l'Europe au milieu et l'Asie, voilà, qui est un peu cette zone émergente où on voit l'Inde qui prend une place de plus en plus importante. Comment toi, dans ton quotidien, dans ton pays, dans ton métier d'avocat, est-ce que tu appréhendes ces choses-là ou c'est plutôt en tant que citoyen ? Tu sais, j'aurais bien imaginé, pour te répondre, j'aurais bien imaginé un dessin de Plantu qu'il n'a pas encore fait, mais que peut-être il fera un jour. On peut demander à ChatGPT, il va le faire. On peut demander à ChatGPT, où en gros, tu vois, tu as une grande table
tu as d'un côté Donald Trump, de l'autre côté Xi Jinping, qui sont des adultes, d'accord. Tu as au fond une porte et tu vois apparaître le leader indien dont j'ai plus le nom, mais qui m'échappe, mais peu importe, et qui en gros tape à la porte parce qu'il veut entrer à la table, voilà, maudit. Et puis tu as un petit enfant, un petit bébé qui marche juste à côté de la grande table et qui regarde comme ça son papa et sa maman en leur faisant coucou, ou plutôt les deux papas en l'occurrence en faisant coucou, et qui est déguisé avec un sweatshirt aux couleurs de l'Union européenne. Voilà, je pense que ça symbolise bien. Ce serait un dessin très progressiste avec un couple homosexuel. Hein, c'est pas comme ça que j'avais vu les choses, mais pourquoi pas. Mais oui, je suis d'accord. Ça donnerait encore plus de poids à ce que je suis en train de dire. Je suis pas sûr que Trump validerait le modèle, mais enfin, peu importe, ni notre ami chinois d'ailleurs. Enfin, c'est un autre sujet. Trump, lui, s'en fout, hein, c'est pas son sujet. Mais Xi Jinping, par contre, je suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr que voilà. Bon, bref, mais je pense que tout est dit, c'est-à-dire que effectivement, on est et d'ailleurs, ce qui se passe en matière de politique internationale, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai l'impression que nous sommes en réalité complètement mis de côté des enjeux en général et de la tech en grande partie. J'espère que nous allons faire un peu évoluer les choses. Je suis relativement pessimiste, mais j'ai envie de croire quand même qu'il y a un petit jaillissement qui va intervenir quelque part, même si je pense pas qu'on renverse totalement la table et que dans le meilleur des cas, on aura une toute petite place à cette grande table qui ne nous concernera en réalité qu'assez peu, malheureusement. Effectivement, là, en l'état actuel, il y a peu de chance parce que déjà, Trump refuse de parler à l'Europe, qu'il ne reconnaît pas. L'Europe, pour lui, c'est rien. Il veut parler aux nations. Et les nations elles-mêmes, seules, effectivement, les rapports de force sont quand même un peu déséquilibrés. Et on a la Chine qui, eux, joue le jeu des nations, hein, le jeu des alliances, très pragmatique. Et donc, effectivement, l'Union européenne, où ils pensaient, en étant le premier marché mondial, c'est ce qu'on nous a vendu, devenir l'une des premières puissances, on va dire, politiques. Là, pour le coup, on le voit, hein, c'est un véritable échec et on le voit sur le front russo-ukrainien notamment. Arnaud, il faut qu'on se refasse ça plus souvent. C'est vraiment toujours un plaisir d'échanger avec toi. Partagé, cher ami. Merci, en tout cas, d'avoir